morning YouTube, hello. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors avant tout, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo. Ce qui se passe, c'est que j'annonce tout ça sur Instagram et sur Snapchat en général. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Et en fait... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que j'ai été très occupée les 2 derniers week-ends avec le Meetup à Nutri dont je vous avais déjà parlé. Et j'ai aussi fait des ateliers à Orange avec Nutri. C'était vraiment génial, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour préparer tout ça. Et du coup, c'est la vidéo YouTube qui est un petit peu passée à la trappe. Mais je reviens avec une vidéo que vous attendez depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de la vidéo sur les céréales et pseudo-céréales. Avant de commencer, la première chose, c'est que si j'ai l'air un petit peu fatiguée, c'est juste parce que je ne suis pas maquillée, mais tout va bien, voilà. Et la deuxième chose qui a à voir avec la vidéo, cette fois directement, c'est le disclaimer. Ce que je vais vous raconter là, c'est simplement le résultat de mes recherches. Je ne suis ni nutritionniste, ni diététicienne, ni quoi que ce soit. J'ai juste fait des recherches, comme j'ai dit précédemment, et j'ai découvert quelques petites choses que je vais partager avec vous. Je vous invite, comme toujours, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, à faire vos propres recherches, à vous renseigner et à ne pas prendre ce que je dis pour argent comptant. Voilà! Alors, les céréales, pourquoi on fait ça? Si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas vu les dernières vidéos dans la playlist nutrition, que je vais vous mettre juste là, si je me souviens bien. Oula, la meuf fait pas de vidéo pendant une semaine, elle se souvient plus. C'est peut-être là. Je suis perdue. Je pense que c'est là. Que je vais vous mettre ici. On a fait plusieurs séries de vidéos sur la nutrition, dont une vidéo sur les catégories d'aliments. Je vous avais même donné cette petite anti-sèche qu'on avait faite ensemble. Et on avait vu que donc les catégories d'aliments, il y avait les fruits et légumes, les céréales et pseudo-céréales. D'ailleurs, dans tout le reste de la vidéo, je dirais céréales pour ne pas dire les céréales et pseudo-céréales, mais c'est pour englober les deux catégories. Voilà. Ensuite, les légumineuses et les oléagineux. Il y a aussi les produits d'origine animale, mais ça pareil, on en avait parlé. On avait expliqué pourquoi on n'en parlerait plus. Voilà. Donc, on a déjà fait la vidéo qui était dédiée aux fruits et légumes. Et là, 3 mois plus tard à peu près, je pense, on fait la vidéo sur les céréales et pseudo-céréales. Merci Mélodie. Sorry. J'ai même un petit peu placé le décor là. Vous avez vu, j'ai mis... j'ai mis 4 céréales là que vous pouvez voir. Ne me remerciez pas pour cet effort. Le déroulé de cette vidéo, le disclaimer c'est bon, je l'aurai de mon anti-sèche. Ensuite, on va dire ce que c'est que les céréales et pseudo-céréales. Après, on va dire donc qu'est-ce qu'on trouve dedans, nutrition, controverse, etc. Après, on va dire comment les consommer, la cuisson pour les grains entiers surtout. Et en dernier, on va voir les utilisations, les transformations, donc les flocons, les farines, les laits végétaux, etc. Je vous mets dans la barre d'infos les minutes pour aller à chacune des parties, pour ceux qui sont intéressés par l'une ou l'autre des parties. Trop gentil. On attaque tout de suite avec... Qu'est-ce que c'est? Les céréales. Les céréales sont des plantes de la famille des graminées qui ont des graines qu'on appelle aussi par extension céréales. C'est un peu comme si, je sais pas, les pommes s'appelaient pommiers. La céréale la plus connue, c'est le blé. Donc la plante s'appelle le blé, la céréale s'appelle le blé. On a aussi l'avoine qui est assez connue, on a le petit épeautre, on a le sorgho, on a le maïs, on a le seigle. Bref, je pense que vous voyez un petit peu quelles sont les céréales. Et ensuite, les pseudo-céréales, en fait, ce sont les plantes qui ne sont pas dans la catégorie graminées, mais qui donnent quand même des graines qu'on consomme comme les céréales. On a par exemple le quinoa, pour citer je pense la plus connue, le sarrasin aussi c'est pareil, qu'on appelle aussi blé noir, bien que ce ne soit pas du blé donc. Et on a l'amarante par exemple. Jusque là tout va bien. Partie numéro 2, nutriments et controverses. Alors que contiennent les céréales? Pourquoi c'est aussi controversé? Alors les céréales contiennent une majorité de glucides et les glucides étant considérés comme ennemis numéro 1 de la perte de poids et de la minceur, c'est la raison pour laquelle les céréales ne sont pas du tout populaires. Néanmoins,
Si vous avez vu ma vidéo sur les glucides, d'ailleurs avant les vidéos sur les catégories d'aliments, j'ai fait des vidéos sur les nutriments, donc les micronutriments, vitamines, minéraux et les macronutriments, glucides, lipides et protéines. Je vous invite à aller les voir pour mieux comprendre la suite. Spoiler alert, tous les nutriments sont importants et les glucides sont également hyper importants. Pourquoi, me demandez-vous? Je ne vais pas reprendre toute la vidéo sur les glucides encore une fois, mais même si le corps peut fabriquer lui-même des glucides, nous avons une quantité optimale, chaque individu a une quantité optimale de glucides à consommer pour être en bonne forme. Les glucides complexes et les fibres des céréales vont nous apporter du rassasiement sur le moment, donc à court terme, du rassasiement à long terme. Ils vont contribuer à notre bonne humeur, ça c'est sûr et certain, à notre concentration, à notre tonus de façon générale. En plus des glucides complexes importants donc pour plein de choses, comme on a dit, des fibres importantes pour la bonne santé du transit. Voilà. On va aussi retrouver des vitamines du groupe B qui sont des vitamines hydrosolubles, donc qu'il faut apporter tous les jours dans notre alimentation et qui sont des nutriments essentiels. Ça veut dire que le corps ne peut pas les fabriquer, mais qu'il en a besoin pour survivre. Et on va avoir aussi des minéraux, phosphore, magnésium, fer, etc. Les plantes, c'est pas des losers, hein. Au niveau des lipides, on n'en retrouve pas trop dans les céréales. Par contre, deuxième sujet sensible, il y a souvent une quantité non négligeable de protéines dans les céréales et ça peut aller jusqu'à 15%. C'est autour des 15% même souvent. Oui. La raison pour laquelle on fait comme s'il n'y a pas de protéines dans les céréales est parce que, si vous vous souvenez du petit cours sur les protéines qui sont contenues dans les céréales sont des protéines qui sont incomplètes. Petit rappel très rapide, les protéines sont composées d'acides aminés qu'on va représenter par des briques de couleurs. Et ce qui se passe avec les plantes, c'est que souvent, il n'y a pas toutes les couleurs de briques dans les protéines. Mais comme il est hyper rare que sur un repas, on consomme uniquement un aliment qui se fait juste du riz, quinoa. Oh tiens, un bol de sarrasin. Bon appétit! C'est étrange quand même, ça n'arrive jamais. Il est très facile d'amener les acides aminés manquants grâce aux autres aliments qui seront dans l'assiette. Si vous voulez des exemples, j'ai plein de vidéos une journée dans mon assiette, j'ai une vidéo sur les Buddha Bowls et on va voir ça plus en détail lorsqu'on va faire, spoiler alert, la vidéo sur les légumineuses qui viendra donc juste après celle-là. Peut-être dans 3 mois, personne ne sait. Donc promis, je ferai un effort. C'est donc la première raison pour laquelle on considère que les protéines des céréales ne comptent pas, alors que bien évidemment ça compte, hein, je ne vais pas le répéter. Et la deuxième controverse avec les protéines, c'est que souvent les protéines contenues dans les céréales, la protéine contenue dans les céréales, c'est le gluten. Le méchant gluten. Et dire qu'il va falloir faire le montage rapidement, quoi. Mélodie. Concentration. Et donc oui, le gluten est une protéine. Vous voyez comment c'est marrant? Parce que tout le monde considère que les céréales, il n'y a pas de protéines, mais tout le monde considère que les céréales, c'est pas bon parce qu'il y a trop de gluten. Qui est une protéine, donc pour ceux qui ont déjà oublié. La réalité, c'est que, à moins que vous soyez malade cœliaque, ce qui correspond à moins de 1% maximum, franchement il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est moins de 1% de la population. Il n'y a aucune raison que vous ayez peur du gluten. C'est à prendre avec des petites pincettes parce qu'il y a des personnes qui ont d'autres maladies pour lesquelles il faut faire attention, pas spécialement juste au gluten, qu'il faut faire attention au type de céréales, d'aliments tout simplement, comme le syndrome du côlon irritable. Par exemple, je comptais citer une longue liste, mais je me souviens que de ça. Il y a aussi des personnes qui sont sensibles au blé, tout simplement parce que le blé moderne est une céréale qui est très transformée, qui a été trop transformée par l'homme pour qu'on puisse avoir, faire des pains qui sont gonflés, etc. Donc c'est pas vraiment le gluten en lui-même qui pose problème, c'est toutes les transformations qu'ont subi certains des aliments qu'on compose. Faites surtout attention à ce que vous ressentez quand vous mangez. Peut-être ça peut être parfois des questions de quantité, des questions de qualité, des questions de préparation également. Ce qui nous amène à la suite.
pour la cuisson. Alors avant de continuer, je vais juste vous préciser les plantes, oui, ce sont des plantes, mais les céréales, donc les graines des plantes qui s'appellent céréales, que je consomme, c'est souvent quinoa, riz, alors toutes les couleurs de riz, complet, rouge, noir, surtout le riz de Camargue que j'aime d'amour. Ensuite le sarrasin, après le petit épeautre et l'avoine. C'est les 5 que j'aime d'amour. D'amour fou, j'ai pas de mots. Là on est pour la forme entière en cuisson comme ça. Parce que l'amarante par exemple, je consomme de temps en temps dans le granola. Mais sinon, c'est tout petit l'amarante. Je vais vous montrer une image comme ça. C'est hyper chiant à cuire je trouve. Non, voilà, on n'a pas le temps pour ça quoi. Moving on, je vais vous donner là ma technique de cuisson à moi. C'est la technique que je fais pour toutes les céréales en grains que je cuis. Tout simplement parce que comme ça j'ai pas à réfléchir à chaque fois à une technique différente. D'ailleurs c'est la même technique pour les légumineuses. Spoiler alerte. Alors ce que je fais c'est que je fais tremper mes céréales pendant minimum 4 heures à température ambiante ou alors pendant toute la nuit. Ensuite je rince bien. Donc vous allez voir que pour certaines céréales, par exemple le sarrasin, ça va retirer le mucilage. C'est ce qui donne l'aspect un petit peu visqueux qui fait que quand on cuit du sarrasin en grains, ça fait une pâte parfois qui est pas du tout agréable. Donc une fois que c'est rincé, je mets dans la casserole, je rajoute mes épices, sel, poivre, curcuma. C'est trop bien. Vous mettez des grains de coriandre, vous mettez ce que vous voulez au niveau épices, de l'ail, ce que vous voulez. Et suivant la taille du grain, je mets une quantité d'eau qui va aller de recouvrement d'eau à la même dose d'eau que j'avais mis de grains. Voilà. Pour être plus clair, pour le quinoa et le sarrasin, je mesure pas du tout ce que je mets comme dose et je recouvre juste d'eau puisque les grains sont très petits. La cuisson se fait à feu vif, ça dure même pas 10-15 minutes. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, je recouvre, je mets sur le côté, ça a séché, ça donne des jolis grains, ça a gonflé, c'est super bon. Pour ce qui est du riz, de l'avoine en grains, quoi d'autre, et du petit épeautre en grains, je verse dans un pot quelconque qui me sert de mesure. Je fais tremper donc pendant 4 heures ou pendant la nuit, je rince, je mets dans ma casserole avec les épices et ensuite je prends le même pot pour le remplir d'eau. Voilà. Et cette fois la cuisson se fait à feu doux pendant environ 45 minutes. Ça dépend de la quantité de grains que vous avez. De toute façon, quand vous allez le faire une ou deux fois, vous allez en général faire toujours cuire la même quantité, prendre toujours le même verre doseur puisque ça dépend de la quantité de votre famille. Enfin voilà, chaque personne ses quantités et vous allez voir quel est le temps de cuisson qui vous convient. C'est vraiment pas une technique qui est difficile à maîtriser, honnêtement. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais tremper? C'est surtout pour retirer les agents antinutritionnels qu'il peut y avoir sur les céréales, les saletés, etc. Pour améliorer la digestion en faisant une espèce de pré-germination du grain, pour accélérer le temps de cuisson. Et j'aime bien ne pas cuire parce qu'on peut aussi cuire les grains avec un grand volume d'eau et ensuite les essorer. Mais étant donné que j'ai déjà un petit peu altéré les vitamines B contenues dans les céréales, enfin j'ai déjà un petit peu perdu dans l'eau de trempage, je ne veux pas en plus en perdre dans l'eau de cuisson, dans laquelle je risque d'en perdre encore plus puisque c'est chauffé. C'est un peu un compromis quoi. Peut-être que vous allez préférer autrement, peut-être que je vais trouver après, je sais pas, des études qui vont dire qu'il y a de meilleures techniques. Je vous dis juste vraiment ce que je fais, ce qui marche pour moi, ce qui me permet de bien digérer les grains, ce qui me permet d'avoir un bon goût, ce qui me convient parfaitement pour le moment quoi, tout simplement. Regardez-moi ce sarrasin. Joli grain, cuisson 5 minutes. Je sais que je viens de dire que personne ne mange un seul aliment. Merci Mélodie. Bref. Ensuite, dernière partie, j'avais prévu de vous parler des autres utilisations des grains. Il arrive parfois que certaines personnes aient du mal à digérer, que ça fasse un peu trop de fibres en fait de consommer le grain entier comme ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude ou surtout si vous associez avec aussi des légumineuses, enfin avec un plat qui est rempli de fibres. Alors déjà une astuce que je peux vous donner qui n'a absolument rien à voir, c'est de ne pas oublier de mettre du vinaigre de cidre non pasteurisé et du citron dans vos plats. Ça baisse l'indice glycémique, ça améliore la digestion. Il n'y a pas de désavantage à mettre ces deux éléments dans vos plats. Vinaigre de cidre non pasteurisé pour le maximum de bienfaits et de nutriments.
Maintenant que c'est dit, vous pouvez vous rabattre sur, par exemple, les flocons. Il existe des flocons d'à peu près tout. Je pense qu'on ne trouve que des flocons d'avoine en supermarché, mais en magasin bio, on trouve vraiment des flocons de tout. Donc le flocon, ça dépend, je pense que vous avez déjà vu petits flocons, gros flocons, etc. C'est vraiment par rapport à la transformation qui a été effectuée sur le grain. Le petit flocon, il est plus transformé, on a retiré plus d'enveloppe, plus de fibres que le gros flocon. Mais dans tous les cas, les flocons sont le grain transformé et cuit, pré-cuit, on va dire, sans rentrer dans les détails. Et donc, c'est souvent plus facile à digérer et ça demande moins de préparation que le grain entier, sans forcément que ce soit encore trop raffiné. Vous voyez? Ce qu'on peut faire de génial avec les flocons, étant donné que c'est déjà cuit, pour ne pas non plus trop élever l'indice glycémique, je renvoie toujours aux mêmes vidéos, c'est les consommer froids. Vraiment ma recette magique, c'est une dose de flocons d'avoine, la même dose en lait de soja, comme ça complète un petit peu les protéines, et une demi-dose de purée de pommes ou compote 100% pommes. Ça donne une espèce de truc super crémeux, super bon, pas du tout indice glycémique élevé. En 15-20 minutes, voire toute la nuit, peu importe le temps que vous avez, ça cuit les flocons d'avoine. Bref, j'adore ça. Essayez et dites-moi vraiment, je vous remettrai tout dans la barre d'infos, mais c'est juste trop bon quoi. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est porridge en 3 minutes, un truc de grand gourmet quoi. 5 étoiles, sérieusement. Ensuite, après les flocons, il y a bien évidemment les farines. Donc, les farines que j'utilise le plus sont les farines de petit épeautre, la farine de kamut, la farine d'avoine, la farine de sarrasin. Donc, pour les farines de céréales, hein, évidemment. Pourquoi ces 4 farines? Parce qu'encore une fois, il faut bien choisir. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas les autres, mais c'est vraiment celle que j'utilise le plus. Par exemple, pourquoi pas le riz? Parce que l'indice glycémique est souvent élevé. Pourquoi le kamut? Parce que le kamut, c'est une variété de blé ancienne que je digère beaucoup mieux, qui a été moins transformée que le blé moderne et qui a des nutriments, qui est vraiment beaucoup mieux assimilé pour la plupart des gens qui se disent sensibles au gluten. Ensuite, le petit épeautre, parce que c'est pareil, c'est une céréale qui est ancienne, mais contrairement au kamut, elle a très peu de gluten, donc on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire des brioches moelleuses, etc. parce que c'est ça aussi, c'est à ça que ça sert le gluten, c'est pour ça qu'on a autant transformé le blé. Après, j'utilise la farine d'avoine parce qu'on peut faire des cookies, des gâteaux. Elle a un goût assez doux, assez neutre, ça coûte pas cher. On peut la faire soi-même d'ailleurs, puisque les flocons d'avoine se trouvent facilement. Si vous voulez en savoir plus sur les farines, sur le type, les utilisations, etc. par rapport à ce que je viens de dire, j'ai un article qui date un petit peu sur le blog qui parle des farines, du type de farine. Donc pourquoi on peut pas prendre par exemple le petit épeautre T70 et le petit épeautre T150 et faire la même chose avec. C'est quoi la différence en gros entre de la farine complète, farine intégrale, etc. et quelles utilisations pour quelle farine, même si je viens un petit peu de dire pourquoi j'utilisais chacune des farines. Et la dernière farine, et pas des moindres, la farine de sarrasin que vous connaissez déjà et que vous savez que j'aime d'amour puisque je lui ai dédié un e-book complet. Et enfin, vous pouvez également faire et acheter du lait végétal de céréales. Pour le coup, contrairement aux farines où je trouve que bon, c'est parfois compliqué de faire ces farines à partir des flocons, je pense que c'est mieux de faire son lait soi-même à partir des flocons. C'est super facile, vous mixez, j'ai un article là-dessus aussi, vous mixez une dose de flocons avec, ça dépend des céréales, mais entre 3 et 5 doses, je dirais 4 doses, donc d'eau, voilà. Vous prenez toujours la même chose que j'ai dit depuis le début, vous prenez une mesure, un bol qui va vous servir de mesure, vous le remplissez avec les flocons et vous le remplissez 4 fois avec de l'eau, vous mixez, vous tamisez, quoi, vous filtrez et vous avez un lait végétal que vous pouvez conserver pendant 2 jours, 3 jours, ça dépend de la propreté de vos instruments, si vous décidez de stériliser, etc., etc. Tout est dans l'article.
Je pense qu'on a fait le tour des céréales, de ce qu'on pouvait en faire, de ce que ça apportait, des différents types. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup d'être là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a informé. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui ont acheté mon ebook de cookies, mon ebook d'amour spécial sarrasin. Enfin, mon ebook de cookies aussi, hein, je l'aime d'amour, hein, faut pas... Voilà, les deux, je les aime d'amour. Qui like, qui regarde, qui partage. Merci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête juste là si jamais vous voulez voir d'autres vidéos. Et ma dernière vidéo, elle est là, elle est plutôt cool. Objectivement.